Actu 7. Actu 7, tous les samedis de 8h à 9h, le condensé de l'actualité sur la 90.9. Invités, analyse, commentaires, décryptage. Actu 7, le moment fort des événements marquant les 7 derniers jours de la semaine. Nous retrouvons notre invité derrière ceci. Actu 7, l'invité. Noé Pereira da Silva, journaliste consultant, est notre invité pour ce numéro de Actu 7. Noé, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Comment vous portez? Je me porte comme un charme. Voilà. Le gouvernement vient d'annoncer le doublement de la prime de la fonction enseignante. Pourquoi attendre tout ce temps avant de réagir? Non, en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que c'est le doublement de la prime enseignante qui est la revendication première? Peut-être que c'est une partie de la revendication. Oui, mais ils ont posé des problèmes qui sont simples et qu'il faut réellement solutionner. Mais dire qu'on a doublé, il faut que les gens se disent on a doublé à combien? Ça leur revient à 10 000 francs CFA. Mais si c'est 10 000 francs CFA, où on a attendu tout ce temps avec le plan social qui était en ébullition, des cours qui n'ont pas été faits, je ne pense pas en réalité que doubler cette prime est la solution réelle. D'ailleurs, ils étaient tous à la primature. Hier, il y a eu des déclarations du Premier ministre. En réalité, le Premier ministre n'a pas dit grand-chose. Il a informé, c'est vrai, il a parlé. Mais il a rappelé tous les efforts faits par le gouvernement en matière de l'enseignement. Non, les efforts sont quels efforts? C'est la question qu'il faut se poser. Lorsque vous êtes un gouvernement responsable et que vous prenez des engagements devant des enseignants pour faire tel, il n'y a pas de raison qu'au moment venu, vous débinez. C'est eux-mêmes qui avaient posé les problèmes et avaient promis les faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'il y a du dilatoire. À chaque fois, on vous lance un os devant, vous occupez de cet os et après, plus rien. Je crois que les enseignants seront en réunion aujourd'hui à Lomé et nous verrons ce qui va sortir de leur réunion pour voir si ils vont continuer ou si les 10 000 les satisfont. Voilà, rappelons que la C7 principale syndicale qui mène les revendications des enseignants ne s'est pas encore prononcée comme vous venez de le dire, mais ils doivent quand même accepter ça et sursoir au mot d'ordre de grève dans un esprit d'apaisement, n'est-ce pas? Un esprit d'apaisement, oui, mais est-ce que accepter cela, est-ce qu'il y a une échéance? Nous disons oui, et puis après, vous attendez, ils font les examens. À la rentrée prochaine, vous avez encore les mêmes problèmes. Je crois qu'il faut aujourd'hui que face aux problèmes qu'il y a, on trouve des solutions pérennes et durables. Ce ne sont pas des solutions à court terme, ni des solutions à l'emporte-pièce pour dire oui, nous vous donnons ceci, et demain on revient sur la même chose qu'on a eu à donner pour dire non, on l'a fait parce qu'en ce moment on avait tel, mais aujourd'hui on ne peut pas le faire. Il faut qu'on réfléchisse réellement à ces problèmes et qu'on trouve des solutions durables. J'ai eu vent du fait que ce n'est que l'éducation qui est en évolution et que dans les jours à venir, la santé et les autres secteurs aussi vont se mettre en branle. Et je crains fort que nous ne puissions pas trouver la sérénité que nous cherchons réellement au Togo parce qu'on n'arrive pas à trouver les solutions réelles aux problèmes. Voilà. Au cours de cette semaine, il y a un mouvement qui s'appelle MJPG qui a également réagi. Ce mouvement estime que les enseignants qui grévisent ne sont que des activistes, des gens qui ne se préoccupent pas des réels besoins des élèves et des autres enseignants. Que pensez-vous de leur réaction? Ce sont des propos qui radicalisent effectivement la situation. Comment est-ce qu'on peut dire
que ce sont des gens qui ne sont que quelques. Le gouvernement lui-même avait fait cette communication et c'est ce qui lui a coûté ce qui arrive aujourd'hui. Et il est revenu sur sa décision. Ils sont revenus parce que lorsque vous dites que ce sont juste quelques personnes, alors que ces quelques personnes sont ceux-là qui perturbent effectivement le déroulement normal de la scolarité, vous devez, quel que soit le cas, prendre ces gens, discuter avec tout le monde. Il fut un temps, ils ont dit on va discuter avec tel, mais pas avec d'autres. Ils ont fait les discussions à un moment donné, les discussions se sont arrêtées. Ils sont revenus pour que les autres viennent. Pourquoi perdre du temps? Pourquoi faire ce dilatoire? Et j'ai l'impression qu'on l'a tellement fait que c'est devenu un réflexe, au point qu'on ne sait même plus qu'on est en train de nuire effectivement à l'éducation dans notre pays. Car quand vous voyez cette année scolaire, à peine on a fait le tiers des cours qui devaient être faits pour que les gens aillent à l'examen. Et c'est complètement irresponsable lorsque vous arrivez dans un pays et qu'un ministre puisse dire à la télé devant des gens qu'il rassure les parents d'élèves et les élèves que les cours qui n'ont pas été faits ne feront pas objet des questions pendant les examens. Or, une année scolaire, c'est un programme complet. Et quand on dit ça, c'est aberrant. Qu'on nous dise que les cours que vous n'avez pas fait, on ne va pas vous poser des questions là-dessus, plutôt que de trouver des solutions réelles pour que les enfants puissent avoir les cours normaux afin de passer en classe supérieure, parce que c'est tout un processus. Quand vous ne faites pas ceci, vous allez en classe supérieure, c'est sûr, vous aurez des lacunes. Une fois que ce n'est pas fait, vous voyez qu'au bout de la chaîne, on se plaint aujourd'hui lorsque vous entendez nos frères et sœurs en train de discuter en français, on dit qu'il y a baisse de niveau. C'est et justement, est-ce que ces genres de revendications vont influencer sur ce niveau-là des élèves? Forcément. Puisque les revendications ont fait en sorte qu'il n'y a plus de cours qui se font. Mais à partir de ce moment, lorsque vous n'avez pas certains cours, comment est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez maîtrisé enfin une classe, ou bien vous allez à l'examen et que vous êtes passé en classe supérieure? Oui, mais avec quoi comme bagage intellectuel? Et comme le disent les Chinois, lorsque vous voulez saboter tout un pays, il faut juste saboter l'éducation de ce pays. Et c'est ce que nos responsables sont en train de faire, ce qui n'est pas vraiment responsable de leur part de faire de la sorte, afin que tout le monde ait un niveau tellement bas que finalement on n'aura même plus de cadre réel pour faire rehausser l'administration togolaise demain. Ces autorités ont plusieurs fois annoncé les états généraux de l'enseignement. Mais selon vous, pourquoi ça n'arrive pas à se tenir? Ça, c'est dans le secret de Dieu. C'est le président de la République, Faure Gnassingbé, lui-même qui a annoncé les états généraux. Ça fait 3-4 ans. On n'a pas les états généraux. On a toujours les mêmes problèmes dans ces mêmes secteurs jusqu'à aujourd'hui. Finalement, on se demande si ce ne sont que des effets d'annonce pour calmer les gens. Et finalement, on ne fait rien. Et ça, on le voit partout. Hein. Dès que le chef de l'État dit quelque chose, il fait des annonces. Mais le moment venu, rien de concret ne se fait. Et à chaque fois, c'est cela. C'est ce qui fait même aujourd'hui que les enseignants se sont radicalisés, parce que ce ne sont que des promesses qu'on leur fait. Ils ne voient jamais rien venir. Finalement, ils se disent, on devient Saint Thomas. C'est quand nous allons voir que nous allons croire à ces choses-là. CAP 2015 était dans les rues de Lomé samedi dernier. Le but, protester contre la situation qui prévaut dans le secteur de l'enseignement, la dernière hausse des prix des produits pétroliers et pour l'obtention des réformes. Comment vous appréciez cette manifestation des rues? De toutes les façons, les manifestations de rue sont des manifestations qui sont propres aux partis politiques. Et c'est dans la charte des partis politiques qu'il faut, pour revendiquer, ils peuvent marcher. Il y a d'autres formes qui le font. Chacun choisit la forme qu'il lui sied pour se faire entendre. Et c'est ce qui a été fait la dernière fois. Je voudrais tout simplement dire qu'il n'y a pas à paniquer sur quoi que ce soit. J'ai entendu beaucoup de choses d'un côté comme de l'autre. D'autres disent qu'il y a eu une manifestation monstre, pour d'autres il n'y avait pratiquement personne sur les lieux. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le message qui a été donné. Si ce message a porté, que les gens ont écouté, c'est ça l'essentiel. On n'est pas obligé d'être 50 millions quelque part pour que les choses prennent. Et je voudrais dire que même Mao
quand il a commencé sa révolution, au premier meeting, il paraît qu'il y avait à peine 15 personnes. Mais après, c'est tout le peuple qui a pris. Et ça, il faut faire attention parce que quand les messages passent et que le Togolais aujourd'hui est resté un peu résigné, mais au fond de lui, il sait ce qui se passe en lui, il sait ce qu'il veut. Le moment venu, ce sont des choses qui explosent comme des bombes et finalement, on n'arrive pas à contenir le flot. D'aucuns pensent que marcher ne va pas résoudre les problèmes puisque les Togolais ont assez marché. À l'instar du président du PRR, apparemment, il a raison, on a beaucoup marché au Togo. On a beaucoup marché. Ça fait des années que rien ne change. Alors ça veut dire que la méthode ne porte pas ses fruits. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que moi, je voudrais bien qu'on dise que ceci, ce n'est pas bon. Mais qu'on propose. Que propose le président du PRR? Ils disent qu'ils doivent s'asseoir ensemble avec le chef des files d'opposition pour faire des propositions au pouvoir. Mais s'asseoir ensemble, qu'est-ce que ça signifie? Pour ceci. Et si ce qu'ils disent marche ou peut marcher, il faut qu'ils essayent pour voir ce que ça peut donner. Donc à partir de ce moment, moi je dis, dans la politique togolaise, nous avons tellement de charlatans que finalement on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, le président du PR dit ceci, demain il renie ce qu'il a dit et dit autre chose, demain il fait autre chose, finalement on se dit qu'est-ce qu'on veut concrètement dans ce pays. Mais chacun a ses opinions que moi je respecte et je ne peux pas condamner quoi que ce soit. Voilà, nous avons écouté le chef de file de l'opposition au cours de cette manifestation qui insiste encore une fois à rencontrer le PRR et le président de la République. Il dit qu'il ne commande pas mais cette rencontre, mais c'est l'impression qu'on a finalement quand il insiste à rencontrer le chef de l'État. On pense qu'il commande. Mais qu'est-ce que nous voulons concrètement? Il y a les mêmes personnes qui disent il est le chef de file de l'opposition et donc c'est à lui de prendre les choses à bras le corps et les autres vont le suivre. C'est à lui de discuter, de rassembler. Mais on ne rassemble pas des hommes quand ils ne veulent pas se rassembler. Les hommes ne sont pas des moutons où on peut rassembler quelque part pour dire voici, chacun a ses opinions, chacun a des moments donnés. Lorsque ça l'arrange, peut dire oui, nous allons être ensemble et quelques temps après, dit ah, il faut que moi je sors de là parce que quelque part je suis mal vu, quelque part on m'a promis tant et finalement tout ce qu'il y a comme stratégie est dévoyé. Mais à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut? Le chef de file de l'opposition, lui, il a toujours dit qu'il veut rencontrer. Maintenant, c'est au chef de l'État, président de la République, le seul qui peut décider de tout ce qu'il peut y avoir, c'est à lui aujourd'hui de dire oui, on s'assoit, on discute, finalement, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas, et chacun met dans la balance et on se dit ce qui se passe n'est ni pour moi, ni pour lui, mais ça doit être pour tout le Togo. Voilà, Claude Amégavi veut faire signer les Togolais une pétition pour dénoncer le règne de la famille Gnassingbé, près de 50 ans au pouvoir. Et comment jugez-vous cette initiative? Le règne de la famille Gnassingbé, près de 50 ans, n'est pas un secret pour qui que ce soit. Mais si on veut une pétition, est-ce que c'est une pétition qui va faire partie Fort Gnassingbé? C'est la question qu'on se pose. Mais il faut être un peu cohérent envers nous-mêmes. Lorsque vous dites que je ne suis plus avec telle personne, vous avez une autre philosophie, vous avez crié, vous avez dit non, mais c'est comme la femme que vous avez ou bien votre copine à qui vous dites mais toi tu n'es pas belle, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas m'accompagner quelque part, un jour vous vous rendez compte que les autres ne sont pas libres, vous allez la voir pour lui dire écoute, habille-toi, on va sortir. La femme te dit mais je ne suis pas digne de sortir avec toi, puisque toi-même tu l'avais dit. Et donc je pense qu'il faut qu'à un moment donné on soit quand même un peu cohérent. J'ai l'impression que Claude Amégavi est devenu juste un réactionnaire. Vous savez, quand en Côte d'Ivoire, au Burkina, il y a eu, on a fait partir Blaise Compaoré, il y a eu le ballet citoyen. Le lendemain, il a créé Cibal. Et Cibal, c'est des thèses, il faut signer telle pétition et pour ceci, mais c'est des choses qui se font à l'emporte-pièce. Et finalement, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend ses fiches et il vient au meeting de l'opposition pour donner ses fiches pour signer, alors que toi-même tu dis que tu es contre ces genres de manifestations.
Dès qu'il y a quelque chose, lui aussi il crée. Il y a quelque chose, il crée, mais finalement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Rien. Il n'y a rien de concret qui se passe. Il faut qu'on puisse prendre le temps de réfléchir, de mûrir un certain nombre d'actions et travailler ensemble à ce qu'un certain nombre de choses puissent arriver. Mais je ne crois pas que c'est une pétition qui va faire partir. Vous semblez donc être pessimiste en ce qui concerne l'aboutissement de cette pétition? Très pessimiste, parce que on l'a déjà essayé. Claude Amegambi lui-même l'a déjà essayé plusieurs fois. Plus de 5 à 10 pétitions qu'il a voulu signer et qui n'ont pas abouti. Je me rappelle, à un moment donné, on a voulu signer un test avant d'aller aux élections, pour qu'on aille au référendum, afin de changer les choses. Je ne sais pas s'il a recueilli 3000 ou 5000 signatures, qu'on puisse arriver à autre chose et de façon tout au moins consensuelle. Ce n'est que par cela qu'on peut réussir ce qu'on peut faire. 50 ans pour une seule famille à la tête d'une république, comment est-on arrivé là? Mais c'est là, nous le voyons. Nous ne sommes pas dans une monarchie, nous sommes dans une république. On n'est pas dans une monarchie, mais en réalité, on dit que nous sommes dans une république de démocrates, mais au fond, il n'y a pas ça. Il suffit de voir tous les jours ce qui se passe. Et donc, je me rappelle bien quand j'étais à la Deutsche Welle en Allemagne, on parlait du Togo et c'est ma directrice qui m'a dit, mais écoute, votre président, il est venu comment? Ce sont les militaires qui vous l'ont présenté. Il faut comprendre que ton régime est militaire et non civil. Donc, si aujourd'hui on a une seule famille à la tête du pays jusqu'à 50 ans, c'est parce que c'est avec la complicité des militaires. Ce sont les militaires avec à la tête le général Tijani qui sont venus à la télé pour nous dire, voici l'homme. Voici l'homme pour vous. Et on a dû l'accepter. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que on a l'impression que le président Faure Gnassingbé est là, c'est un président de fait. C'est-à-dire il est là, les autres font ce qu'ils ont à faire, lui il est là. C'est tout. Et donc ce n'est pas de sa volonté qu'il est venu au pouvoir pour dire j'ai telle ambition, j'ai ceci à faire pour le pays. Et c'est ça le drame que nous avons en Afrique. Et c'est ce qui se passe. Donc qu'une famille soit là, bon, on vous dira en Chine et autres, il y a, mais malgré ça, il y a une certaine démocratie, une alternance qui se joue d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous voulez en Russie avec Poutine? C'est une chaise musicale. Il part, il devient premier ministre, il revient comme président. Et ça se passe, et tout au moins, et ça l'avantage au niveau des esprits de ne pas trop braquer les gens et de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui soient stressés et qui meurent de crise cardiaque et autres, sans qu'on ne puisse réellement trouver le bout du tunnel. Jeunafrique.com confirme le limogeage de Henri Gaperi à la tête de l'ETR. Pourquoi le gouvernement n'a pas pu officiellement évoquer cette raison? Vous savez, nous avons un gouvernement qui ne communique pas ou qui n'aime pas communiquer. C'est un flou total. Je vais vous poser la question. Quand Henri Gaperi est venu, est-ce que vous avez une fois lu son contrat? On n'a jamais connu son contrat. La personne est venue, combien il gagne, qu'est-ce qu'il doit faire le contrat. Personne ne sait comment le contrat est libellé, déposé. Pour être remplacé, ce qui est sûr, c'est qu'il a été viré et qu'il doit avoir des raisons que eux-mêmes savent et que pour le moment nous ne savons pas. Ce que Jeune Afrique a dit, Jeune Afrique l'a juste dit, mais il n'est pas allé au fond de la réalité, de ce qui s'est passé réellement. Et nous aurions appris qu'il est parti avec des millions comme droits qu'on lui a payé afin qu'il parte. Mais vous savez, le président de la République avait dit que son modèle c'était Kagame, c'est-à-dire qu'on amène un Rwandais et il faut savoir même qu'autour du chef de l'État, au niveau de la présidence, il y a plein de Rwandais et de Burundais qui font le tour là-bas et qui constituent
les cafards et les rats qui nous rongent aujourd'hui dans ce pays. Vous confirmez là que le gouvernement togolais souffre d'un problème de communication. On communique plus à l'étranger qu'à l'intérieur. Même à l'étranger, est-ce qu'on communique? On informe à l'étranger. On ne communique pas. Et je ne sais pas, ça se passe comme si nous devons être à l'écoute de l'extérieur pour savoir ce que notre président a dit. Et ça, sans te mentir, ça me scie personnellement le cœur qu'on puisse arriver à ces genres de situations. Il y a eu le temps de feu et Adema, lui... Peut-être que lui, il prend la parole beaucoup plus en public que son fils. Oui, mais est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de ne pas parler à son peuple? Non, il faut qu'il parle à son peuple. Quand les choses se passent, on dit, ben, il faut qu'il parle. Il est muet, il ne dit rien. Il y a eu cette grogne et tout ça, tout se passe. Mais non, on était occupé à un sommet là-bas. C'est comme si tout baigne au Togo, que rien se fait. On voyage, on va, on revient quand on veut. Le pays lui-même ne compte pas, sauf nous-mêmes et le fauteuil. Je crois que c'est l'image qu'on nous donne aujourd'hui. Vous pouvez tout faire. Aujourd'hui, vous pouvez même vous déshabiller, chier sur la voie. Personne ne vous dira rien. Il y a quand même des policiers. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Rien. Ils ne vous disent rien. Fais tout. Mais ne t'approche pas du fauteuil présidentiel. C'est tout. C'est tout. C'est tout l'image qu'on a de ce pays aujourd'hui. Et ça, c'est dommage. Nous allons vers une situation qui va être imprévisible. C'est comme hier ou avant-hier, ce qui s'est passé avec Issa et Atou. Personne ne s'attendait, mais voici que ça tombe un jour comme ça. Et finalement, on ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'il faut prévoir des situations, il faut faire des simulations pour voir ce qu'il y a à faire pour que les choses se passent au mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, parlons du monde de la presse. Il y a un nombre important de presse et d'organes qui sont peut-être qui ne sont pas dans la légalité. La HAC veut nettoyer les choses. Votre appréciation? La HAC a un cahier de charge, il faut le dire. Et si dans ce cahier de charge, il y a certaines radios, télé ou presse qui ne sont pas en règle, je crois qu'il revient à la HAC d'abord d'informer, d'avertir ces personnes, de leur donner un délai. Et si après ces délais-là, les gens ne peuvent pas faire ce qui doit être fait, il lui revient de les suspendre, oui. Mais que ces suspensions ne soient pas objet d'autres actions qui sont en sourdine, où on veut tout simplement museler la presse et bon, on crée des situations pour ça. Nous sommes aujourd'hui en situation du problème de LCF et City FM qui aujourd'hui a été envoyé au niveau de la justice et que la cour où on a envoyé s'est dessaisie du dossier et finalement on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a réellement à faire. Et quand la HAC par exemple n'a pas vocation à fermer des radios, mais les ferme, ça veut dire que il y a péril en la demeure. Il faut tout de même aussi le reconnaître, il y a certaines presses, il y a certaines personnes qui ont les récépissés mais qui n'arrivent pas à sortir régulièrement. Il faut reconnaître qu'il faut fermer ces genres d'organes. Est-ce que les tests le prévoient? Si au niveau des tests, on dit lorsque tu as un récépissé, si dans les 3 mois et dans les 6 mois, tu ne commences pas à paraître, on te retire le récépissé, ça peut être fait. Mais si ce n'est pas dans les tests, où est-ce qu'on va les chercher pour les faire? C'est ce qui est à dire. Il y a d'autres qui cherchent des récépissés qui n'en trouvent pas. Il y a d'autres qui en ont qui dorment avec. Et finalement, lorsque vous allez là-bas, on a l'impression qu'on veut savoir qui tu es de quel côté, qui sont ceux qui peuvent être derrière toi pour créer le truc, et on te crée des problèmes
pas possible jusqu'à ce que toi-même tu sois fatigué et que tu ne prennes pas le récépissé. Au même moment, d'autres n'en constituent même pas parce que ce sont des gens qui ont été juste envoyés par d'autres personnes pour dire je t'envoie tel, donnez-lui le récépissé et on va travailler avec. Donc c'est dans un flou que nous sommes en train de naviguer. Je crois qu'il y a une réunion pour ce mardi. Et ça, c'était beaucoup plus, ça va être axé sur la dépénalisation de la presse. Je crois que ça fait 13 ans pour voir où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il y a encore à faire, qu'est-ce qu'il faut corriger. Et quelle situation vous pouvez faire des consommateurs autour de vous? Consommateur, tout le monde est consommateur. Mais lorsqu'on parle de consommateur, on a toujours l'impression que c'est l'essence. On a toujours l'impression que c'est, comment on appelle, les transports et autres. Mais nous sommes consommateurs de tout. Des télécommunications, de l'Internet, des tomates, des médicaments. Tout ça, c'est la chose la plus importante. Parce que je crois, cette semaine, on a brûlé 50 000 tonnes de faux médicaments en Côte d'Ivoire. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ici de faux médicaments. Non, en Afrique, les statistiques sont en Afrique, sur 3 médicaments, vous avez au moins un qui est faux. Et il y a plein de faux médicaments. Il y a d'autres qui sont déjà périmés, mais qu'on nous amène parce que ces noirs-là, envoyer le leur, ils vont le prendre et nous les prenons. Et ça, c'est aussi la faute de nos gouvernants. Parce que c'est à eux de faire le contrôle avant que nous ne puissions les consommer. Or, ce qui est aberrant, c'est que vous allez, quelque part, on vous donne des médicaments, on vous donne des conserves où tout est écrit, par exemple, en chinois. On ne doit jamais accepter ces genres de choses dans nos pays, dans la mesure où vous voulez vendre quelque chose dans un pays, c'est un pays anglophone, vous écrivez en chinois, vous faites la traduction en anglais. Au Togo, dans les pays francophones, c'est en chinois et à côté, c'est en français. Pour qu'on puisse voir, lire ce que vous avez écrit, la posologie, par exemple, des médicaments et tout, mais c'est celui qui vous vend, qui vous dit prenez 2 matins, et 2 midis, 2 soirs. Et prenez 4 le soir avant de dormir. Et c'est ce que vous écrivez sur la boîte pour savoir ce que vous devez prendre. Alors que vous ne pouvez même pas lire, même la posologie, tout ce qui constitue le médicament, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Nous mourons aujourd'hui en Afrique et au Togo sans savoir de quoi exactement on meurt parce qu'il n'y a pas d'autopsie. On ne sait pas les conserves, tomates, tout ce qu'il y a dans les conserves, c'est fait avec quoi concrètement, on ne sait pas. On consomme du n'importe quoi. Et ça, c'est le gouvernement qui doit dire, mais non, je dois protéger mon peuple. Ailleurs, c'est ce qui se fait. Vous ne pouvez pas faire entrer un produit quand ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas vérifié ce produit répond aux normes qu'ils ont pour que vous puissiez les vendre. Mais ici, tout vient, même les poissons déjà périmés, on les envoie et finalement, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, à l'occasion de cette journée-là, SCT s'est beaucoup plus intéressé à l'ère numérique. Comment utilisez-vous les réseaux sociaux? Non, les réseaux sociaux, il y en a tellement plein. Je crois que chacun, à un moment donné, doit faire le tri pour voir là où l'information est plus ou moins fiable et tout. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont les choses les plus importantes. Comment est-ce que ça marche l'Internet chez nous? Parce qu'il faut qu'on ait l'Internet, il faut qu'on ait le truc avant qu'on ne puisse arriver aux réseaux sociaux. Et c'est de la catastrophe, ça il faut le dire. Vous avez un 3G qui, 2 minutes après, devient 2G et finalement disparaît pendant un temps et ça revient et finalement vous dit votre truc Internet est épuisé. On n'a même pas de recours. On n'a même pas de recours comme ça se fait dans d'autres pays. Pour ces choses, c'est qu'il faut aller à la justice et qu'on puisse payer tous les consommateurs par rapport au mal qu'on leur fait. Et pourtant, non, nous sommes à un niveau où l'Internet, d'abord c'est là, dès que vous avez vos frères et sœurs qui arrivent et qu'ils sont sur Internet, ils s'énervent.
parce qu'il attend 1 minute, 2 minutes, il dit mais non, il doit déjà travailler. C'est qu'à la seconde près, vous devez être dans le mouvement, comme on dit. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Nous avons un ministère du numérique et finalement on se dit qu'est-ce que ce ministère fait si ce n'est d'aller distribuer des portables au chef canton, au roi, et de chercher à distribuer des portables au Nana Benz pour dire qu'on fait du e-village ou bien du e-Nana Benz et tout ça. Mais ça n'a pas son sens si l'Internet, la communication n'est pas une réalité chez vous, autour de vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être un dernier mot. Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour les 9 ans de la radio. Et je voudrais juste paraphraser l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, qui dit à peu près ceci: lorsqu'un peuple se sent spolié, un peuple voit ses droits complètement bannis, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable de leurs devoirs. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Louis Pereira da Silva. Vous êtes journaliste, consultant, invité de Actu 7 pour ce numéro. Joseph Omou à la console technique, derrière la caméra, Hervé Diao. Retrouvez la rediffusion demain dimanche à partir de 20h. Appelez-moi Jean-Marie Gonsalves. À la prochaine.